Bonjour à tous, on continue le récapitulatif des films sortis en 2020 avec la partie la plus intéressante, à savoir le top des pires films sortis en 2020. Alors comme je le disais dans la vidéo précédente, on n'a pas eu tant de mauvais films que ça cette année. Pour faire cette liste là, j'ai galéré, mais vraiment j'ai vraiment eu du mal à voir 10 films, hein. J'ai dû faire un rattrapage juste pour voir quel film serait partant pour être sur le top, parce que sinon je me retrouvais avec 5 films, hein, même pas. Je vais même dire, là maintenant, avec la liste que j'ai fait, il y en a certains, ils sont pas si mauvais que ça. Les 3 premiers, voilà, ça passe encore en termes de qualité. Parce que c'est un petit peu le bon côté de cette situation ultra catastrophique, pas souhaitable, qu'on aimerait bien se débarrasser, qui est le confinement. C'est que du coup, oui, on a eu moins de films qui sont sortis cette année, mais du coup, on a eu moins d'aubes. Et on a pu se concentrer sur les bons films que, si ça se trouve, on les aurait zappés pour pouvoir se concentrer sur d'autres daubes. Pour dire, j'ai fait juste une petite liste supplémentaire pour les restes, presque dans le flop, et il y en a que 2. Seulement 2 films. Et parmi ces films, il y a Tenet. Le dernier Christopher Nolan, qui, oui, beaucoup le considèrent comme le plus mauvais de sa carrière. Et en effet, il était assez décevant parce que là, le concept qu'il a inventé pour ce film-là, il n'a pas réussi à aussi bien l'exploiter qu'il pouvait le faire dans Inception, même si en soi, il exploitait d'une assez bonne façon. Mais en même temps, ce concept, il a certaines limites, et aussi, tu te dis, t'aurais pu aller plus loin. C'est un petit peu le problème de Tenet, c'est que tu vois juste un petit aperçu, tu te dis, comment tu vas tenir tout le film comme ça, et en même temps, tu te dis, on pouvait faire plus, il y a tellement d'autres éléments à explorer, on les a pas explorés. Et aussi le fait que, généralement les films de Nolan sont intéressants pour leur personnage principal qui ont une une obsession qu'ils essayent de combattre, hein. Inception c'est ça, Batman c'est ça, Interstellar c'est ça aussi, même Dunkerque c'est ça. Tous ces films c'est sur l'obsession d'un homme. Là le personnage principal il a tellement pas de nuances, il a tellement pas de couches de personnalité ou quoi, il a même pas de nom en fait, c'est le petit truc, ah je suis malin parce que je sais jouer avec les attentes du spectateur, c'est que si vous regardez bien, à aucun moment on dit son nom au mec. Ouais mais du coup le personnage, il est charismatique, mais il n'a pas de psychologie, il n'est pas particulièrement fascinant à suivre. En fait, le personnage avec l'obsession intéressante à suivre, finalement, c'est la nana. Et c'est rare que les personnages féminins dans les films de Nolan soient traités aussi bien. Mais le reste du film, c'est surtout un film d'action fun. Et en soi cool, hein, ça reste fun, hein, mais... on n'attend pas de Nolan un film fun, on attend de Nolan un jeu sur les attentes, un truc psychologiquement intéressant, des concepts fascinants. On s'attend pas à ce qu'il nous fasse un film d'action fun, ce qui en soi c'est bien, hein, mais voilà. Surtout qu'après il y en a beaucoup qui critiquent le fait que Christopher Nolan il a beaucoup de limites dans les films d'action. Là je trouve qu'il a pas mal compensé pour réellement faire un bon spectacle, mais... Voilà quoi, c'est pas ce qu'on attend d'un Christopher Nolan. C'est pour ça que dans les autres films on passait le fait que l'action était pas si géniale que ça, parce que de l'autre côté il nous offrait quelque chose de truc, il nous offrait quand même des aventures émotionnelles, des psychologies, des thématiques. Donc là du coup on a le problème inverse, c'est un bon spectacle mais le reste, mais justement voilà, si Christopher Nolan est pas loin de se retrouver dans la liste des pires films sortis cette année, c'est que finalement cette année c'était pas si mal que ça. Et le deuxième film qui a failli se retrouver dans le flop, c'est Scooby. Alors... un film d'animation sur Scooby-Doo, moi je suis pour, hein. Surtout qu'en plus le style d'animation, ils ont bien repris l'esthétique du dessin animé tout en l'adaptant à la 3D, donc ça marche bien. Essayez de créer une espèce de cinématique universe avec les autres personnages d'Hanna-Barbera et tout, pourquoi pas, hein, ça peut être fun. Et quelque part Hanna-Barbera lui-même le faisait déjà avec les Fous du Volant et tout, mais en faire une espèce d'Avengers pour bébé, bof quoi, surtout qu'au final, merde, avec Scooby-Doo, tu pouvais faire un truc vraiment sympa. T'es pas obligé de faire comme les daubes qui étaient sortis dans les années 2000 avec Sarah Michelle Gellar, tu vois. Tu peux en faire un Hotel Transylvania-like, par exemple, justement. Hotel Transylvania, ça montre que on peut toujours faire des films d'animation humoristiques avec un petit côté horreur avec des monstres qui marche toujours de nos jours. Donc c'est dommage de voir Scooby-Doo, qui est pourtant une des institutions dans ce genre-là, passer complètement à côté de ça pour faire un film Avengers. Même pas un bon film Avengers en plus. Donc en plus, l'animation en soi, elle est bien, mais vu les ambitions qu'ils se sont mis, ils se retrouvent vite en face d'une impasse, parce que justement, l'animation est bonne, mais pas à ce point. Du coup, quand ils font des trucs qui essayent d'être spectaculaires et tout, c'est un petit peu fade, et c'est con. Il suffisait d'avoir moins d'ambition pour ce film-là, et ça aurait été pas mal. Mais en soi, tu vois, ça reste un film pour enfants sympatoches, avec des personnages rigolos et tout. Je suppose que c'est ce qui compte finalement dans ce film, mais voilà, c'est quand même dommage.
dommage. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau des listes, pas dans la liste, mais ça méritait quand même d'être parlé. Voilà, c'est pas beaucoup, je sais, il y a des chances que cette vidéo soit beaucoup plus courte que mon top 10. Bon, l'une des raisons pour laquelle ça risque d'être court, c'est parce que deux des films qui sont vraiment dans le flop, bah j'en ai fait des vlogs. Et justement, on va commencer avec le numéro 10, Sonic le film. Alors oui, je sais, il était pas aussi horrible qu'on le craignait. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui ont aimé le film. Tant mieux que vous ayez aimé le film. Hein. Alors, cette liste, c'est pas pour vous dire, ah, vous devriez avoir honte d'aimer Sonic le film. Non, au bout d'un moment, surtout que moi aussi, j'aime des films pas terribles. Hein. J'aime le film live Super Mario Bros. Donc, je vais pas vous juger sur Sonic le film. Mais comme on l'a dit dans le vlog avec Hermite, c'est juste... On comprend pas la décision artistique d'en faire un Alvin et les Chipmunks à like. Surtout qu'avec Sonic, tu peux faire 4000 trucs. Et en fait, c'est la seule attente qu'on a pour la suite. Le fait qu'il profite d'une porte pour laisser tomber le concept à la Alvin et les Chipmunks pour faire un vrai film d'aventure qui se passe dans le monde de Sonic avec les personnages de Sonic et tout. Et qu'on fasse un vrai film d'animation pour enfants, accessible à tous. Et qui n'essaye pas de renier son propre concept parce que même eux, ils y croient pas trop à cette histoire de hérisson qui combat un grand méchant intergalactique. Mais en soi, oui, bien entendu, moi et Herbit, on l'a pas détesté voir le film, on trouvait qu'il était correct au mieux, hein, on a rigolé à certaines vannes avec Jim Carrey, mais au-delà de ça... Il n'y a pas grand chose qui rend le film indispensable, tu vois. C'est un bon divertissement, mais ça s'arrête là. J'ai envie de dire que c'est au niveau des films Marvel, mais même les films Marvel, tu vois, ils essayent d'avoir un peu plus d'ambition, ils essayent d'avoir... Même Spider-Man Far From Home, je lui donne au moins le mérite d'essayer d'avoir un petit peu d'ambition avec son truc. C'est juste que, bah, il a l'ambition là où il faut pas, il fait un petit peu n'importe quoi par-ci par-là, ça reste mal fait pour des tas d'autres raisons. Comme quoi, c'est pas... Sonic pouvait être raté dans d'autres points, hein. Mais ouais, c'est genre... ce concept n'a aucun sens. Voilà, tu pouvais faire un film directement sur Sonic, ça aurait été très bien, surtout en film d'animation, surtout que voilà, de l'autre côté, niveau adaptation de jeux vidéo, il y a eu Angry Bird qui a très bien marché, bon, pas vraiment un bon film, mais au moins tu vois que les mascottes de jeux vidéo comme ça, ils marchent très bien quand on en fait un film d'animation tout simple. Pourquoi s'embêter à faire du live action? Surtout quand le côté live action, c'est ce qui amène les plus gros problèmes du film, à savoir le problème de mise en scène, l'humour pas super bien inspiré, les trop scénaristiques et tout, voilà, t'aurais enlevé cet aspect-là, t'aurais réglé beaucoup de problèmes du film. Mais ils l'ont pas fait parce que, bah, ils restent dans un automatisme bête et méchant. Voilà, et c'est dommage. C'est pour ça que malgré tout, malgré le fait qu'il est pas aussi mauvais qu'on pouvait le craindre et que beaucoup de gens l'ont aimé, même moi j'ai pas détesté ma séance, et bah malgré tout, bah je suis un petit peu obligé de le mettre dans le flop parce que c'est juste, ça a pas de sens un tel projet. En numéro 9, on a un film qui a été très critiqué, à savoir Brutus contre César. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi on insiste tant sur la nullité de ce film. Je veux dire, ouais, c'est un petit téléfilm sans ambition avec le budget d'un épisode de Xena la guerrière qui se contente de faire des vannes quelquefois pas très sophistiquées, quelquefois qui marchent, hein. J'avoue que j'ai rigolé à certaines blagues, notamment avec Ramsey Media, mais au-delà de ça, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de cracher autant sur ce film? J'ai l'impression que il crache sur ce film plus sur ce qu'il représente, parce que c'est quand même un film français exclusivement sur Amazon Prime, et les plateformes comme Prime Video ou Netflix, l'avantage c'est qu'ils permettent une liberté artistique qui fait que tu peux être beaucoup plus ambitieux sur tes trucs. Tu n'es pas obligé de te limiter à ce que tu fais déjà à la télévision ou au cinéma. Et justement, beaucoup de réalisateurs américains ont profité de cette liberté pour faire des projets très intéressants. Mais quand ça vient en France, parce que malgré les possibilités qu'offre Amazon, ce film reste dans la zone de confort d'un Is No Good, d'un Astérix ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça peut être décevant quand on sait que Amazon Prime permet de faire tellement plus. Mais en soi, voilà, ça reste un film suffisamment innocent, suffisamment sympathique et tout, je vois pas trop l'intérêt de trop défoncer dessus. J'ai rigolé à certains trucs, je suis pas partant pour la suite parce que le film semble partir sur une promesse de suite, mais la suite elle m'intéresse pas du tout. Non, c'est juste que bah j'ai pas détesté le film en le regardant, il était correct, c'est juste que ouais, peut-être que dans le contexte de Amazon Prime, ça aurait pu être mieux, mais en même temps, taper sur un film parce qu'il aurait pu être mieux, oui, ça aurait pu être mieux, mais tu vois, un film comme Sonic, ça aurait pu être mieux juste en changeant 2-3 trucs, quoi, juste en changeant complètement le concept qui handicape. Mais un truc comme Brutus contre César, bah, c'est pas que le concept est mauvais, ça peut être très bien, c'est juste que, bah, il est exécuté comme tel, et bah, oui, en effet, ça aurait pu être mieux, mais... Au bout d'un moment, si c'est pas non plus dû à un concept de merde ou à une incompétence, autant le laisser être, hein. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est ce film il est mignon, le tapez pas dessus. Bah, de toute façon, même moi, je le mets dans ma liste des pires films que j'ai vu cette année, mais voilà, c'est pour vous dire que est-ce que ça vaut vraiment le coup de taper dessus?
Numéro 8, encore un film français, Terrible Jungle. Donc là, c'est même pas une exclusivité Amazon Prime ou quoi, c'est un film qui a été diffusé en salle. Et encore une fois, il est pas si mauvais que ça, tu vois. Je le mets quand même dans le top parce que le film, il était parti pour être une sorte de film d'aventure, un petit peu comme La Chèvre et tout, un duo rigolo entre un mec intelligent qui essaye de mener une mission et un mec complètement con qui essaye d'aider mais qui n'aide pas du tout. Voilà, ce genre de film d'aventure sympatoche à l'ancienne. Mais je sais pas, la sauce prend pas dans celui-là. Pourtant, Catherine Deneuve, elle se débrouille, voilà. En fait, je viens de me rendre compte que toutes les bonnes blagues dans ce film sont dans la bande-annonce. Et c'est peut-être pour ça que je me suis gâché le film, c'est que du coup, les moments les plus drôles du film, bah, je les ai déjà vus, c'était dans la bande-annonce. Et justement, la bande-annonce, elle m'avait dit, ah, ça a l'air sympa, bah voilà. Et surtout, les bandes-annonces sont un petit peu mensongères parce que tu passes pas tant de temps avec le personnage de Catherine Deneuve et tout, tu passes pas tant de temps avec les flics qui sont débiles. Non, là, la plupart du temps, ça se passe sur la personne qu'ils essayent de sauver, le fils de Catherine Deneuve, qui se fait un petit peu son scénario de sauveur blanc, John Smith découvre le peuple de Pocahontas, tu vois. Et ils ont essayé de donner une petite tournure rigolote en montrant que, après avoir libéré ce peuple primitif de l'oppression, bah, il devient lui-même l'oppresseur parce qu'il se retrouve prisonnier d'un système et que finalement, ça suffit pas un sauveur blanc dans ce genre d'histoire. C'est une idée intéressante, mais j'ai pas l'impression qu'ils l'ont mené aussi bien que ça aurait pu être mené. Non, et puis aussi, au bout d'un moment, l'humour autour de ce personnage-là, il devient vite chiant parce que l'humour avec ce personnage, c'est que il est dans une situation ultra grave, mais il le prend plutôt bien. Ok, mais c'est un petit peu limité comme style d'humour, tu vois. Au bout d'un moment, t'es juste aussi blasé que le personnage, quoi. Non, et puis aussi, là, tu vois qu'il n'y a pas eu énormément de budget non plus dans celui-là. Ça se ressent un petit peu parce que ne pas avoir de budget, c'est assez contraignant dans des peplums et des films d'aventure. Je sais pas si vous avez remarqué. Surtout quand c'est censé se passer dans des pays exotiques et tout. Ouais, c'est un petit peu chiant d'avoir un budget limité et que ça se voit à l'écran, mais... voilà, encore une fois, ça peut être vu comme un film sympatoche à voir le dimanche avec un bon entourage et tout, mais c'est pas non plus... ça casse pas 40 pattes à un canard, c'est sûr. Hein. Bon, là, on entre dans les films où vraiment j'ai plus beaucoup de défense. Hein. Là, c'est même plus les films tout mignons, on va le laisser tranquille. Non, là, c'est des films qui sont vraiment ratés et pas toujours pour de bonnes raisons. Numéro 7, nous avons Mulan. Pareil que Sonic, que j'ai déjà fait un vlog là-dessus, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. À part que, si, je vais vous conseiller une vidéo dont je vais mettre l'affiche là, mais j'ai complètement oublié le nom de la madame qui a fait cette vidéo. Et elle explique tout ce qui ne va pas avec le remake d'un point de vue culturel. Et autant critiquer le dessin animé Disney par rapport à ça, encore ça va, tu vois, parce que c'est normal que à cette époque Disney, ils avaient une vision très nationale géographique du reste du monde, donc forcément ils avaient beaucoup d'approximations, ils avaient beaucoup de stéréotypes et de biais, c'est malheureusement dû à l'époque. Là par contre pour le remake de Mulan, le fait que tu aies accumulé autant d'erreurs alors que tu fais ce film pour le public chinois, tu te vends comme un film qui essaye de faire plaisir aux Chinois, t'as même limite saboté ta réputation de gentil studio tout mignon en laissant ton actrice principale s'exprimer contre les manifestants à Hong Kong ou en tournant près de camps de concentration. Voilà, niveau com, ça le fout mal quand même. Et après, vous avez peur de mettre des personnages gays dans vos films, hein, franchement. Et finalement, quand même dire de la merde sur la culture chinoise, quoi. Je veux dire... Ça aurait été si compliqué que ça d'engager de personnes qui sont du coin, qui connaissent très bien cette culture et qui sont prêts à vous aider pour corriger ces trucs. Non, c'est trop d'efforts. Hein. Vous tournez en Chine, mais vous pensez pas à demander aux Chinois ce qu'ils pensent du film, quoi. C'est con, quoi. Et oui, je sais que sa vidéo expliquait le coup des cheveux. Oui, c'est une erreur aussi de ma part, hein, parce que du coup, ouais, si les cheveux sont aussi importants, même pour les hommes dans cette culture-là, oui, du coup, ma critique de pourquoi tu te coupes pas les cheveux, connasse, c'est vrai que ça sert un petit peu à rien. Mais du coup, pourquoi elle se cache les cheveux aussi? Bah, là aussi c'est con. Parce qu'encore une fois, c'est l'élément qui trahit sa féminité. Ses cheveux. Comme quoi... En numéro 6, on reste chez Disney avec le fameux Artemis Fowl. C'est un film intéressant à critiquer parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent dans un certain angle, à savoir le fait qu'ils ont trahi le bouquin d'origine qui... Oui, de ce que j'ai vu, le bouquin d'origine, il avait l'air d'avoir des idées un peu plus originales, comme par exemple, rien que le fait que le gamin, c'est censé être un super criminel, un vrai méchant qui exploite les faits et tout, pour des intentions vraiment moralement douteuses, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus intéressant que le film qu'on a eu. Mais, de l'autre côté, est-ce que ça aurait vraiment sauvé le film? Non, parce que le film, j'ai même pas l'impression d'avoir vu un film avec Artemis Fowl. J'ai l'impression d'avoir vu l'épisode pilote d'une série Disney Channel toute pourrie dont je verrai même pas le deuxième épisode. Parce que vraiment, à la fin du film, pratiquement rien n'est conclu, pratiquement rien n'est réglé. Tout ce que Artemis Fowl a accompli,
c'est faire copain-copain avec une fée et sauver son père. Et le reste, le méchant est toujours en cours, l'univers on l'a pas des masses exploré, on est resté dans la maison tout le long. Alors en soi, c'est pas forcément un défaut cinématographique de situer toute l'action du film dans la maison, mais c'est vrai que putain, tu arrêtes pas de nous promettre un monde merveilleux et tout, et tu restes dans la maison quoi. C'est un petit peu le syndrome American Nightmare là. Tu nous montres un monde fascinant où le meurtre peut être légal juste pour une nuit. Waouh, mais il y a tellement de possibilités qu'on peut faire avec ça. Ouais, on va juste se situer sur une maison et on va voir ce qui arrive à une petite famille de merde, ce qui se passe durant le jour où le crime est légal. Chiant. Mais voilà, dans celui-là, ils essayent de faire un truc à la Men in Black avec des trucs magiques, etc. Mais c'est tellement chiant. De limite, la partie avec la maison était beaucoup plus fun que la partie avec les fées et tout, quoi. C'est le truc un petit peu marrant, c'est que mes reproches sur le film, c'est pas exactement les mêmes que les fans, mais malgré tout, le film, il reste tout pourri, quoi. Le parfait exemple, c'est cette scène qui a fait un super bad buzz où t'as le nain géant, celui qui est joué par Olaf dans La Reine des Neiges. C'est la fameuse scène où tu le vois en train de s'agrandir la gueule avec les mains, avec une image de synthèse hideuse. Mais genre, on a encore ce genre d'image de synthèse de nos jours, et qui se met à manger la terre pour chier la terre directement pour pouvoir se creuser un tunnel. Et ben ça, tu vois, limite, c'est le truc que j'ai le plus apprécié dans le film, tu vois, parce que ça c'était un minimum marquant, c'était un minimum original, c'était un minimum rigolo aussi, tu vois, c'était le seul moment où il y avait un sursaut de vie, parce que le reste du film, il est d'un chiant, putain. C'est encore plus dommage par rapport au réalisateur Kenneth Branagh, qui est généralement un très bon réalisateur, mais ces temps-ci il fait un coup un bon film, un coup une daube, un coup un bon film, un coup une daube. Un coup je fais Thor, un coup je fais Jack Ryan, quoi. Aussi, j'ai fait ma petite recherche, et chose assez amusante, j'ai remarqué que le projet de film Artemis Fowl avait commencé sous Weinstein. Ah, intéressant ça. Et aussi, il avait changé quelques trucs pour essayer d'en faire une licence à la Harry Potter. Ah, ça donne tellement de sens. Un jour, faudra que je refasse une vidéo sur Weinstein, tu vois, parce que là, à l'heure actuelle, tirer sur Weinstein, c'est comme tirer sur l'ambulance, mais il y a tellement d'autres projets cinématographiques qu'il a foutu en l'air avec des idées à la con dans le genre que, du coup, je serais tenté de faire une deuxième vidéo sur Weinstein. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout, est-ce que ça sert à quelque chose maintenant qu'il est en tôle? Donc ouais, peut-être que être un peu plus fidèle au bouquin, ça aurait réglé le problème. Mais j'y crois pas trop, hein. Il y a tellement de trucs qui vont pas, je vois pas ce que rendre le gamin méchant dans ce film-là, ça aurait changé grand-chose, hein. Numéro 5, c'est nous les héros. Parce que voyez-vous, Robert Rodriguez, il s'est rendu compte un jour, putain merde, j'ai fait Alita, j'ai fait un chouette épisode de Mandalorian, faut que je rappelle aux gens que je suis un réalisateur de merde, que j'ai fait Spy Kids et Shark Boy et Lava Girl, donc qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, je vais faire une suite à Shark Boy et Lava Girl que personne n'a demandé parce que personne n'aime Shark Boy et Lava Girl. Oui, ce film est une suite de cette dope où Taylor Lautner était tout mignon et jouait une espèce d'homme requin. Taylor Lautner qui n'est même pas revenu pour ce film. Celle qui joue la girl, elle est revenue, mais Shark Boy, il a été remplacé par un figurant qui porte un masque tout le long et ça se voit que c'est même pas Taylor Lautner. Et t'es genre, putain, si même Taylor Lautner, le mec qui a fait tous les Twilight, ne veut pas revenir dans ton truc, c'est la merde. Robert Rodriguez, c'est assez controversé de dire ça, mais ce n'est pas un bon réalisateur. Les seules fois où il fait un bon film, c'est quand il est accompagné par un meilleur réalisateur que lui. Voilà, Une nuit en enfer, il était accompagné de Quentin Tarantino, donc du coup, ah, t'as un petit film de Quentin Tarantino. Alita, il était accompagné de James Cameron, donc du coup, t'as un petit film de James Cameron. Même Mandalorian, il avait Jon Favreau pour le guider. Et putain, quand t'as besoin de Jon Favreau pour te guider, c'est que vraiment, t'as pas beaucoup de talent, hein. Mais quand on le laisse faire les films comme il l'entend, et ben ça donne les Machete, ça donne les Spy Kids, ça donne Shark Boy et Lava Girl, et ça donne beaucoup de daube. Et c'est probablement un des plus mauvais réalisateurs de films pour enfants ever, parce que il a vraiment cet état d'esprit de film pour enfants, donc ça doit être tout mignon, coloré comme un truc Disney Channel, ça doit mettre en scène des enfants et tout. Il a tous les stéréotypes du producteur pourri qui croit comprendre qu'est-ce que les gosses aiment voir dans un film, mais en fait non. Et aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient Robert Rodriguez pour son esthétique très proche des films Greenhouse, où ça fait un petit peu série B nanar et c'est rigolo, mais moi je m'excuse, mais il le fait pas de la bonne façon du tout. Parce que c'est à la fois trop travaillé et pas assez travaillé pour avoir le même charme qu'une série B. Et aussi, c'est un petit peu l'état d'esprit des Sharknado, tu vois. On fait exprès de faire de la merde, c'est rigolo parce qu'on fait de la merde. Mais non, c'est pas rigolo. Les séries B, les nanars de ce style-là, ils sont drôles parce que c'est des gens qui voulaient vraiment faire un bon film et qui se sont loupés de façon magistrale. C'est ça qui est drôle. Mais si tu prends pas ton truc au sérieux,
c'est pas drôle. Et justement, il y a des décisions artistiques au niveau de l'esthétique qui montrent que, bah non, il travaille trop bien ses effets spéciaux alors que ça aurait été mieux d'être encore plus archaïque. Comme par exemple, un des personnages dans ce film a le pouvoir de créer des créatures juste en dessinant sur un cahier. Bon concept. Quand les créatures prennent vie, c'est littéralement des gribouillis avec des traits qui partent un petit peu n'importe comment, mais ils pouvaient juste le faire en animation 2D avec littéralement des traits de crayon mal faits volontairement, ça l'aurait fait. Mais non, il a fallu qu'il le fasse en image de synthèse avec de la 3D, une couleur mauve dégueulasse et tout. Et du coup, bah c'est juste moche et t'as même pas l'excuse de pas avoir le budget parce qu'au contraire, t'as mis le budget pour que ce soit moche. Et pour le reste, les blagues sont au niveau d'un Spy Kids 3D ou d'un Shark Boy Lava Girl justement. Les acteurs adultes ont tous l'air de se faire chier, en particulier Pedro Pascal qui était genre putain j'avais un bon CV moi cette année avec Mandalorian, avec Wonder Woman 1984 et maintenant je me retrouve dans cette daube, fait chier. Et les enfants acteurs ils font de leur mieux mais ils sont pas non plus bof. Non franchement Robert Rodriguez arrête de faire des films pour enfants. En fait ne fait plus jamais de films sans James Cameron ou Quentin Tarantino parce que on peut plus. On peut plus. En numéro 4, nous avons la pire incarnation de tous les soucis de l'industrie cinématographique française, les blagues de Toto. Non, parce que tu vois, je veux bien défendre le cinéma français quand ça permet de faire des films comme Adieu les cons, Une sirène à Paris, ou même Jumbo, qui était très intéressant. Mais le problème de l'industrie, c'est pas que, oh là là, les jeunes, ils préfèrent voir les films américains. Non, le problème du cinéma français, c'est que vous planquez les films intéressants comme Adieu les cons, Une sirène à Paris et tout, vous êtes surpris que ces films se plantent, et de l'autre côté, quel film vous mettez en avant? Vous mettez les blagues de Toto. Voilà. Et ben, vous étonnez pas que les gens critiquent le cinéma français si tout ce que vous avez à mettre en avant, bah, c'est les blagues de Toto. Et bah, c'est typiquement le même genre de film pour enfants qu'on se tape avec les lettres du cobu et tout. C'est les acteurs adultes surjouent et prennent beaucoup trop d'espace. Les enfants acteurs, ils jouent pas super bien, en particulier Toto qui est... T'as des blagues qui essayent d'être un petit peu osées, mais dans le contexte, ça fait vraiment bizarre. Comme par exemple, t'as une petite fille qui a une obsession pour Toto. C'est limite une stalkeuse qui lui coupe les cheveux en discrète pour avoir un petit morceau de lui. C'est... Et les blagues, bah ils ont pas attendu longtemps pour faire la blague de 0 plus 0 la tête à Toto, hein, je dois au moins leur reconnaître ça. Non, c'est blasant. C'est blasant que ce genre de film, on continue à les laisser exister alors qu'on n'arrête pas de dire que on n'aime pas ça, que c'est de la merde. C'est populaire mais on s'en fout, c'est de la merde. Vous voulez sauver le cinéma français, bah arrêtez de mettre ça en avant, c'est pourtant pas compliqué. Mettez en avant les bons films, arrêtez de mettre en avant les daubes. Surtout qu'en plus, les blagues de Toto, ce qui m'a énervé, c'est que même pour en dire du mal, l'existence de ce film a surtout planqué les films français. Parce que pendant qu'on disait, oh là là, ils font un film sur Toto pour dire à quel point le cinéma français n'a plus d'idées, pendant qu'ils faisaient ça, et bah du coup, t'avais des tas de films français super intéressants qui se plantaient au box-office. Et le pire, c'est que je peux même pas en vouloir aux gens qui se plaignent des blagues de Toto. Non, j'en veux aux gens qui ont fait les blagues de Toto et qui savaient que ça allait se taper un bad buzz parce que personne n'aime ça. C'est eux qui tuent le cinéma français. Ça et la fermeture des salles menée par le gouvernement, le Covid et probablement d'autres problèmes financiers. Mais bon, en tout cas, c'est pas le téléchargement ou le cinéma américain. Non, on pourrait faire concurrence au cinéma américain si on arrivait à se concentrer sur les qualités de notre cinéma à nous, genre le cinéma d'animation, le cinéma qui se veut un petit peu baroque comme Au revoir là-haut ou Une sirène à Paris, justement. Suffisait de mettre de l'argent dans ces projets-là, de les mettre en avant, d'en faire eux de nos blockbusters super populaires, et là le cinéma français serait en mesure de se fighter contre le cinéma américain. Mais non, on préfère le laisser crever parce qu'il faut que les gens aient leur tuche 4. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux dire sur les blagues de Toto? Je veux dire, le scénario il est tellement en automatique que j'ai un petit peu oublié la moitié des ressorts scénaristiques. Tout ce que je sais c'est que c'était ultra évident, c'était juste des excuses pour faire des blagues nulles et... c'est juste blasant. C'est même plus que le film est mauvais, c'est qu'il ne devrait même pas exister. En numéro 3, j'ai hésité pour le numéro 3 parce que techniquement c'est un téléfilm, c'est un film direct en vidéo, voilà, qui fait partie d'une longue série de films qui a toujours été direct en vidéo et du coup, pour ce genre de top et de flop, j'essaye généralement de me concentrer sur les films qui sont considérés comme du cinéma, qui sortent dans les salles et tout. Entre Netflix et Prime Video qui commencent à flouter un petit peu la barrière entre le VOD et le cinéma, et le fait que de toute façon la plupart des films se retrouvent directement en VOD à cause de la situation sanitaire, et à en réfléchir, c'est vrai que c'est un des pires films que j'ai vu cette année, donc du coup, numéro 3,
Justice League Dark Apocalypse War. Film qui est vendu comme le Avengers Endgame de la série de films d'animation direct en vidéo des nouveaux 52 qui a été mis en place à partir de Justice League War. Voilà, il y a je sais plus combien de temps, ça fait genre 7-8 ans que cette continuité existe, et que j'ai vu beaucoup de gens dire que oh c'est un meilleur Avengers Endgame qu'Avengers Endgame, mais en quoi? En quoi c'est un meilleur Endgame que Endgame, hein? J'ai beau chercher, pourtant je suis pas un grand défenseur des films Marvel, et je suis d'accord qu'il y a des films bien mieux que Endgame, surtout dans le genre super-héroïque, mais je vois pas en quoi ce film-là, cette daube, serait mieux que Endgame. Parce que oui, le concept c'est un petit peu la même chose, genre le grand méchant a gagné, qu'est-ce que font nos super-héros? Bah ils continuent ils vont quand même reprendre le combat pour vaincre une bonne fois pour toutes le grand méchant, sauf que ben, il y a pas autant de développement de personnages que dans Endgame, le méchant est beaucoup plus chiant que Thanos, l'action elle est beaucoup moins impressionnante parce que l'animation est merdique dans ces films-là depuis des années. Je vous rappelle la vidéo que j'avais fait sur les films DC Comics il y a bien longtemps. Et surtout, le côté edgy qui essaye d'être mature, qui est saoulant, mais genre la scène où il te montre la moitié de la Ligue des Justiciers se faire massacrer de façon gore, là où t'as carrément la nana de Aquaman qui se fait arracher le visage comme ça, mais des gens, mais allez vous faire foutre. Ça regroupe tous les défauts de DC Comics de ces dernières années, hein. Le côté edgy, le fait que les personnages sont chiants, le fait qu'on abuse trop sur certains personnages qui étaient bien quand ils étaient un petit peu obscurs, comme John Constantine. John Constantine qui est carrément le héros principal de ce film, et bah, je suis désolé, à force il est aseptisé ce personnage, à force de le mettre de partout dans les séries, dans les films d'animation et tout. Au bout d'un moment il a plus le petit côté voilà, outsider, il se mêle pas aux autres trucs. Non, quand il commence à sauver Superman, non, c'est plus la même chose quoi. Oh lol, il s'est tapé un homme requin. Ouais, enfin pendant tout le reste du film tu restes concentré sur sa relation avec une autre femme, hein, donc ça reste quand même hétérocentré, donc pas la peine de te la péter avec la bisexualité de ton personnage, hein. D'ailleurs sa copine Zatanna, dans le frigo dès les premières minutes du film, va te faire foutre, surtout qu'elle est bien Zatanna, c'est un super personnage. Non franchement, à part le fait que c'est dark, je vois pas en quoi il serait meilleur que Avengers Endgame. Alors oui, il est plus dark, c'est justement pour ça qu'il est nul, parce qu'il fait du dark pour du dark. Mais le pire c'est que ils le savent que ce qu'ils font c'est de la merde. Ils le savent parce que à la fin, t'as littéralement John Constantine qui va demander à Flash de rebooter les films parce que c'est la merde à ce point. Je déconne pas, t'as littéralement une scène où t'as un personnage qui demande à l'autre « Reboot-nous s'il te plaît, on peut pas continuer comme ça !» Waouh, c'est du renoncement artistique à ce point. Tant mieux qu'on se soit débarrassé de cette continuité de merde. D'ailleurs, j'ai vu Superman Man of Tomorrow, c'est pas mal. Il y a toujours pas mal de défauts qu'on retrouve dans les autres films, mais là, tu vois, ils essayent pas de faire du edgy à la con. Ils ont une idée d'exploitation de thème social qui marche et qui est approprié pour Superman. Et du coup, bah, ça fait un film bien plus intéressant que cette daube. Et j'ai même pas regardé Superman Red Son, parce que j'ai trop de respect pour Superman Red Son pour voir le massacre qu'ils ont opéré dans cette daube. Donc ouais, tant mieux qu'on soit débarrassé de cette continuité New 52 à la con, parce que putain, y a rien de regretté. Y a absolument rien. Même leurs Teen Titans, si tu vois, je suis prêt à les sacrifier parce qu'ils étaient sympatoches 5 minutes, hein. Après, ils étaient vite chiants. Alors là, on arrive dans le top 2 et c'est de loin parmi les pires films que j'ai jamais vu. Limite, il justifie que je fasse un flop juste pour eux deux. Et le numéro 2, c'est Connecté. Rien à voir avec le film d'animation de Phil Lord et Chris Miller qui va être diffusé bientôt sur Netflix et qui a l'air pas mal du tout d'ailleurs. Non, là je parle du film français Amazon Prime, encore un. Mais là pour le coup, je ne donne pas le même bénéfice du doute que Brutus versus César. Parce que tu vois, dans ce film-là, tu sens que c'est juste un mec qui voulait s'amuser et qui s'est contenté du peu de budget qu'il avait. Là, ce film, il a un concept tout con que n'importe qui pouvait exécuter d'une bonne façon, et il a réussi à le rater d'une façon olympique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui se veut un petit peu comme Unfriended. Unfriended, si vous vous souvenez, c'est ce film d'horreur qui est sorti il y a quelques années, qui se passe exclusivement sur un écran d'ordinateur. Voilà, tu suis une conversation via Skype entre différents adolescents, il se passe un truc surnaturel, ils se font tuer les uns après les autres. Voilà, c'était un concept de found footage assez original, intéressant. On peut ne pas aimer le film pour X raisons, mais voilà, il avait une proposition de found footage assez intéressante. Ce film le reprend et le rate complètement. Déjà, le truc qui me fait dire ces gens, ils doivent être virés de l'industrie et ne doivent plus jamais retoucher à une caméra, ils ont mis de la musique extra-digétique. What? Alors, pour ceux qui connaissent pas trop les thèmes, la musique dans un film, il y a deux sortes. Il y a la musique intradigétique, à savoir la musique qui se passe réellement dans la continuité du film. Par exemple, on va prendre Star Wars, voilà, la musique qu'on entend à la cantine, là, tout, voilà, ça, c'est de la musique intradigétique, parce que c'est des personnages qui jouent la musique qui sont dans le truc, les personnages entendent aussi cette musique et tout, ça fait l'ambiance de la cantina. La musique extradigétique, c'est tout ce qui est les musiques de John Williams, les musiques d'action, etc. Donc, mettre de la musique extradigétique dans un found footage,
qui repose entièrement sur le fait que c'est pas un film, c'est genre t'as retrouvé un document secret, c'est censé donner une sensation de réalité. Donc dès que tu mets de la musique extra-digétique, tu fous en l'air le truc. Parce que le plus gros problème de ce film, c'est qu'il met les moyens là où il fallait pas mettre les moyens, et il bâcle c'est qu'il fallait pas bâcler. Encore une fois, le film il se passe entièrement sur un écran d'ordinateur, mais il se contente pas de filmer un Skype avec les webcams toutes pourries, non. Déjà les mecs ils sont limite filmés avec des caméras IMAX super qualité, avec un éclairage professionnel, déjà ça t'y crois pas une seule seconde que des mecs dans une conversation Skype, ils aient une connexion et une webcam d'aussi bonne qualité, encore moins au niveau de l'éclairage de la webcam c'est toujours pourri quoi. Mais aussi ils discutent même pas via Skype, ils discutent même pas via un logiciel qui existe, ils discutent via un truc qui a été fait sous After Effects pour donner l'impression d'un vrai logiciel et c'est limite aberrant, je veux dire. Quand tu fais ce genre de truc, voilà, tu utilises des logiciels pour l'animer, donc tu utilises un ordinateur. Donc tu sais à quoi ça ressemble un ordinateur et ses logiciels. Et pourtant tu t'en sers pas comme base, mais t'es con. Et de l'autre côté, bah, le scénario, bah... il est pas mal con, voilà, c'est juste une histoire de prise d'otage où t'as des personnages qui voient ce qui se passe via leur Skype. Les acteurs sont mauvais, voilà, ils voient leur meilleur pote se faire attaquer par un cambrioleur ou quelque chose, et ils commentent ça comme si c'était un truc de football. Hey, arrête d'agresser mes potes! Arrête d'agresser mes potes, arrête d'agresser mes potes, c'est pas bien. Le seul acteur qui joue bien, c'est François-Xavier Desmaisons. Manque de bol, c'est le personnage qui se révèle être complice du truc. Donc chaque fois qu'il joue la colère, chaque fois qu'il voit un de ses potes se faire agresser, il est censé jouer la comédie et c'est lui qui joue le mieux, mais non! En plus, les révélations sont prévisibles, je veux dire, dès que tu as Michael Youn et sa copine qui font semblant d'avoir un problème de connexion alors que l'image elle reste nette, il y a même pas un petit pixel, il y a juste une animation de merde de cercle qui tourne. Dès que tu vois ça, tu te dis, c'est de la mise en scène, ils ont pas vraiment essayé de se connecter et c'est eux les agresseurs, ils ont fait ça juste pour cacher leurs traces. Non, vraiment, c'est catastrophique quoi, parce que c'est même pas qu'il y a eu de la compétence ou quoi que ce soit, c'est que le concept lui-même est débile, il marche pas le concept. Un film comme ça, il aurait été mieux sans budget. Là, tu vois, tu te fais un rendez-vous sur Skype, tu fais jouer tous tes personnages comme si c'était une pièce de théâtre, voilà, avec la webcam pourrie, voilà, plus c'est pourri, mieux c'est pour un fun footage, et du coup, t'aurais au moins gardé l'authenticité. T'aurais toujours sûrement les problèmes de scénario et de jeu d'acteur, mais rien que ça. N'importe qui peut le faire, un appel Skype, ça aurait été mieux que dépenser autant d'argent là où il fallait pas, quoi. C'est ça aussi le problème de l'industrie française, c'est qu'elle est tellement automatique que même quand elle est censée faire un truc moche, elle se casse la tête pour faire un truc beau, débile. Et là, il y a même pas l'excuse de « Ah, on sait pas comment se marche le budget de Amazon Prime » parce que justement, moyen de budget, mieux ça aurait été dans ce film-là. C'est juste, les mecs, ils savent pas comment ça marche un fan footage, ils savent pas comment ça marche à l'ordinateur, donc pourquoi tu fais un fan footage sur un ordinateur? Débile. Et enfin, numéro 1, Dolittle. Dolittle, c'est une véritable aventure, tu vois. Parce que quand la première bande-annonce est sortie, je me disais, oh, ça a l'air mignon, voilà, il y a une petite reprise de What a Wonderful World, voilà, c'est très joli, ça crée une ambiance, ça a l'air d'être une aventure humaine, touchante, un bon film pour enfants comme il faut, voilà. En plus, oh cool, Robert Downey Jr., pour une fois, il fait pas Tony Stark, qui va enfin se permettre de jouer dans un peu plus de films, et je veux l'encourager à faire plus que du Marvel, parce que c'est un excellent acteur, et c'est dommage qu'on l'ait privilégié pour du Marvel pendant toutes ces années. Donc j'avais envie d'y croire, surtout que voilà, l'histoire de Dr. Dolittle, voilà, c'est suffisamment mignon pour faire un chouette film, mais putain, la façon dont ils se sont ratés, même quand il y a les premières critiques qui sont tombées disant à quel point, oh là là, ce film c'est vraiment l'une des pires boosts que j'ai jamais vu et tout, j'étais genre, je me méfie, hein, on sait jamais, hein, parce que il y a pas mal de critiques qui sont du genre à exagérer, il y en a même qui ont parlé du coup de Robert Downey Jr. qui fout sa main dans le cul d'un dragon, et j'étais genre, ouais, on va dire que il y a peut-être une justification, tu sais, il est docteur, donc peut-être qu'il aspecte et tout. Je suis très naïf quand je veux, hein, je suis très naïf. Et quand je suis allé voir le film, il a commencé à avoir une avalanche de blagues pas drôles, de montage atroce et tout, de Robert Downey Jr. qui joue mal, c'est dingue comme il joue mal le pauvre. Pourtant c'est un super acteur, mais là, là je sais pas, il se prend pour Johnny Depp mêlé à Jim Carrey ou je ne sais quoi, là il joue ouf. Il fait pas la voir quoi. Mais j'ai continué à m'accrocher, tu vois, le film était objectivement une bombe, mais je me disais peut-être que ça va s'améliorer et tout. Et c'est genre à la fin du deuxième acte où t'as l'autruche qui te fait une vanne en mode ouais, mon père avait raison.
j'aurais dû être une omelette. Là c'est bon, j'ai craqué. Va te faire foutre, film de merde, tu n'es qu'une grosse daube. Je sais pas pourquoi c'est cette blague qui m'a fait craquer. C'est peut-être le fait que un moment d'émotion qui se voulait sincère, qui a été complètement gâché par une blague de merde, ou c'est le fait que techniquement c'est une blague sur l'avortement. C'est peut-être aussi le fait que l'ours joué par John Cena, ensuite il a enchaîné tout de suite après avec une blague encore pire. Mon père est parti chercher un paquet de phoques et il est jamais revenu. Et je signale qu'à ce moment-là, on n'était pas encore arrivé au moment où Robert Downey Jr. se fait péter dessus par un dragon. Et au bout d'un moment, je commençais à me dire, mais il y a des défauts, il y a forcément une explication, c'est pas possible de faire un truc aussi raté. Donc du coup, j'ai fait ma petite recherche et j'ai découvert qu'en fait, ce film a nécessité un remontage pour rendre le film plus drôle. Et là, j'étais genre, tout s'explique. Tout s'explique. Dès que vous avez un projet de film qui annonce qu'on va essayer de rendre le film beaucoup plus drôle au montage, à la post-prod, vous pouvez être sûr que ça va être de la merde. C'était ça pour Cinéman, c'était ça pour le film Pollux que Weinstein a massacré. Tiens, on revient encore à Weinstein. Et là, ça manque pas à la règle, ça rend le film affreux. Je crois que c'est la formule parfaite pour faire l'un des pires films de l'histoire du cinéma, hein, franchement. Hein. Et bien entendu, l'exercice, ils l'ont beaucoup trop forcé. Ils ont beau avoir pris le scénariste de Lego Batman, même lui, il pouvait pas sauver à lui tout seul un film. Même lui, tu lui demandes fais un truc drôle comme ça avec les trucs qu'on te donne, bah il va pas pouvoir faire des miracles au bout d'un moment quoi. Alors avec les animaux, ils se démerdent parce que l'avantage avec les animaux, c'est qu'ils sont tous en image de synthèse. Donc du coup, si tu veux rajouter des dialogues en post-prod, bah ça va, on a juste à reprendre les modèles, à leur donner de nouveaux dialogues et voilà, le tour est joué. Non, le pire c'est quand c'est les vrais acteurs qui ont rajouté des dialogues. Et c'est assez hilarant dans la technique est débile parce que dès qu'un personnage a le dos tourné, a le masque sous le visage ou quoi, il rajoute toutes les blagues du monde. C'est ultra évident quoi. Genre la scène où Robert Downey Jr. parle avec le chien joué par Tom Holland parce que je ne sais quelle raison. T'as juste un plan où tu as la tête du chien qui planque la tête de Robert Downey Jr. et ils en profitent pour faire une blague sur oui tu aimes sentir ton cul. Le plus évident c'est quand le méchant regarde de façon bizarre un poulpe qui est dans la chambre de la reine, longue histoire. Et ça se voit que dès que la séquence c'est plus sur son visage, ils rajoutent tous les dialogues qu'ils veulent et c'est ultra évident, surtout quand le mec il est tourné comme ça et tu vois quand même que ses lèvres bougent pas dans cet angle. Imbécile. Il te rajoute même des personnages et des histoires qui n'ont aucune interaction avec le vrai acteur, comme par exemple le tout début du film, t'as un gamin qui est forcé par sa famille à faire de la chasse et qui se retrouve à tirer accidentellement sur un écureuil. Il emmène l'écureuil à Doolittle et c'est comme ça qu'il se retrouve dans cette aventure. Et ils ont rajouté une histoire où l'écureuil il veut se venger du gamin, sauf que ça revient jamais. T'as juste quelques plans où t'as l'écureuil qui dit ce gamin est un tueur et plus tard quand tu le revois il est genre ouais bah finalement j'aime bien ce gamin. Il a eu aucune autre interaction pas avec le gamin, tout simplement parce que bah le gamin il devait pas avoir d'interaction avec lui, on n'a pas filmé de scène avec lui et avoir une interaction avec l'écureuil, donc du coup ce scénario ne sert à rien à part des blagues débiles. Il y a aussi un personnage de libellule qui clairement n'était pas prévu dans le film, parce que toutes les scènes où il discute avec des humains, les humains réagissent même pas. Pas une seule fraction de seconde, les personnages humains avec qui ils discutent ne réagissent pas. Et c'est sans parler du singe danseur. J'ai pas compris le coup du singe danseur. Même le coup du dragon. Alors, le coup du dragon, j'ai une histoire assez rigolote là-dessus parce que ce film est tellement merdique, tellement incroyablement mauvais que forcément, fallait que j'en fasse profiter les copains, fallait que je leur montre les pires moments du film. Donc, bien entendu, je leur ai montré la scène où Robert Downey Jr. se fait péter dessus par un dragon. Toute l'histoire, c'est que voilà, ils essayent de retrouver un fruit magique de vie éternelle, machin truc, voilà, MacGuffin à la con, qui est gardé par un dragon. Dragon qu'on découvre que, ah voilà, le dragon, elle est toute seule, elle est toute triste parce que c'est la dernière dragonne, l'homme de sa vie est mort, etc. Et malgré le fait que c'est une dangereuse créature et tout, Doolittle essaye quand même de l'aider, notamment à cause de ses problèmes intestinaux, qui fait qu'à un moment, bah, il est obligé d'inspecter le cul du dragon pour lui retirer tous les trucs qu'elle avait dans le cul, principalement des arbures et des restes, des becs qu'elle a bouffés durant toutes ces années. Vient la scène où il se fait péter dessus, où t'as bien entendu les animaux tout autour qui font des tas de réactions. Oh my god, il fout sa main dans le cul du dragon. Déjà, scène insupportable, mais surtout, le truc qui sauve le dragon, c'est qu'il retire de son cul un accordéon. Donc déjà, là, c'est tout le monde est genre, pourquoi un accordéon? Mais c'est débile, pourquoi elle avait mangé un accordéon? Mais une fois, en montrant cet extrait à des potes, je me suis rendu compte d'un truc. Il a fallu que je fasse pause et tout, quoi. C'était limite la révélation. La cornemuse, là, elle est en synthèse. Pourquoi la cornemuse est en synthèse? Surtout que c'est juste une scène où t'as Robert Downey Jr. qui fait semblant de la porter et tout. Et là, avec les amis, on est parti sur une théorie.
Ça devait être un œuf à la base. Tu vas voir que dans la version originale du film, elle avait du mal à pondre son œuf. En plus, c'est cohérent avec le fait que des lézards peuvent mourir en pondant un œuf parce qu'ils ont pas mal de complications là-dessus. Et surtout, ça a été cohérent avec le fait d'accepter le deuil, de trouver une raison de vivre, etc. en se concentrant sur la nouvelle génération. Et du coup, putain, ouais, on a sacrifié une histoire qui était un minimum beau, un minimum cohérent avec le reste du film pour une blague nulle. C'est tout simplement ce qui se fait de pire dans le cinéma pour enfants. Voilà, c'est l'enfant, il faut absolument qu'on lui fasse des blagues toutes les heures, il faut absolument qu'on lui fasse des trucs de paix, etc. Faut absolument pas qu'on lui fasse une belle histoire parlant d'émotions fortes. Pixar et Disney, eux, ils sont dans l'erreur. Non, le gosse, on doit lui faire des blagues sur l'avortement. Ça plaît aux gosses. C'est pire que les films avec Eddie Murphy. Parce que les films avec Eddie Murphy, ils avaient déjà pas mal aseptisé pour en faire juste un énième film avec des animaux rigolos qui parlent. Hein, ils ont enlevé le côté loufoque, ils ont enlevé le côté baroque, ils ont enlevé le côté aventure pour que ce soit juste Eddie Murphy qui fait le con avec des animaux parce que c'était la période sombre de la carrière d'Eddie Murphy où il était obligé de faire de la comédie familiale. Et celui-là qui reprend tous ces aspects qui étaient sympas dans Dolittle, et ben finalement il est encore pire parce qu'il est encore plus forcé et nul dans son humour. C'est non, c'est sans problème un des pires films que j'ai jamais vu. Tu vois, il y a quand même eu une escalade entre les films qui étaient sympas, ouais, certes ratés, mais quand même, voilà, ils sont gentils, faut pas trop les taper. Ah, grosse daube! J'ai vraiment une fascination pour ce film. Je veux un making-of complet de ce qui s'est passé dans ce truc. Malheureusement, bien entendu, le Blu-ray, il a pas du tout ces bonus-là. Hein. J'ai pas pris le Blu-ray parce que j'ai déjà dépensé trop d'argent pour ces daubes. Mais les bonus, c'est genre apprendre à parler aux animaux et l'histoire de vétérinaire ou un truc comme ça qui a pas mal dans les bonus de films pour enfants pourris dans le genre. Mais ouais, c'est limite, c'est un des ratages les plus fascinants qui m'a été donné de voir. Je veux en savoir plus, mais en même temps, qu'est-ce que je te déteste, film de merde. C'est encore plus dommage parce que j'ai envie que Robert Downey Jr. il se lance dans des projets un peu plus variés qui le sortent du modèle Marvel. Et c'est con de commencer par ça, quoi. Donc voilà, c'est ma liste des pires films qui sont sortis cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, à soutenir la chaîne via Utip et Tipeee. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos comme des petites critiques ou le fermez-la sur Big Bang Theory dont je vais faire la suite très bientôt. Allez, ciao tout le monde!